Bonjour et bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, bien un passage quasi obligé pour beaucoup d'étudiants, la recherche d'un logement. Ah oui, le fameux casse-tête. Exactement. Trouver son petit chez-soi, surtout quand on arrive dans une nouvelle ville, si possible près du campus, sans connaître personne ni les quartiers, franchement, c'est un défi. Un vrai défi, et parfois source de beaucoup de stress, on le sait. Une étape super importante, mais qui peut mal tourner. C'est ça. Et ce qui ressort pas mal des documents qu'on a regardés, notamment pour le Cameroun avec Amphimil et Amphitalks, c'est le risque d'arnaque. Oui, omniprésent. Et en particulier ce problème des démarcheurs, ces intermédiaires un peu informels. Tout à fait. Ils peuvent sembler être une aide au début, mais en fait, c'est souvent là que les ennuis commencent. C'est un risque financier et même pratique assez considérable. Bon, l'idée aujourd'hui, c'est de regarder ça de plus près, comprendre le phénomène, mais surtout voir comment on peut chercher un logement de manière plus sûre. Voilà, on va s'appuyer sur les expériences et les solutions qu'on a trouvées dans les sources pour donner des conseils, des pistes concrètes. Parfait. Alors commençons par le cœur du problème, ces démarcheurs. Qui sont-ils au juste? Pourquoi on fait appel à eux? D'après ce qu'on lit, ce sont souvent des personnes du coin, bien implantées localement, près des facs. D'accord. Ils proposent leurs services pour trouver une chambre, un studio. Et ils visent qui? Surtout les nouveaux, ceux qui débarquent. Logique. Ceux qui sont un peu perdus. Exactement. Ils connaissent pas la ville, pas les prix, et puis il y a la pression de la rentrée, il faut trouver vite. Oui, l'urgence. Et là, le démarcheur arrive, il promet la lune, ça semble la solution facile, rapide. Une facilité qui cache souvent des pièges, si je comprends bien. C'est exactement ça. Et c'est là qu'on voit une sorte d'exploitation de cette vulnérabilité, en fait. Les risques sont nombreux. Par exemple. Le premier truc, c'est le prix. Clairement. Les sources montrent qu'ils gonflent les loyers. Ah oui. Ils profitent que l'étudiant ne connaisse pas le marché local. Parfois, c'est le double du prix normal, voire plus. Ah quand même. Et j'imagine que ce n'est pas tout. Non, malheureusement. Le scénario catastrophe, celui qui revient souvent dans les témoignages, c'est l'étudiant paye une avance. Pour réserver. C'est ça. Ou pour les frais de recherche. Et là, le démarcheur disparaît. Pouf! Volatiliser. Exactement. Numéro qui répond plus. Plus de nouvelles. L'étudiant perd son argent et il est toujours sans logement. C'est terrible. L'arnaque pure et simple. Voilà. Mais même quand ils ne disparaissent pas, ça peut être compliqué. Autre cas fréquent, le logement qu'on te montre n'a rien à voir avec ce qui était promis. Photos superbes, description idyllique, Et la réalité est moins rose. beaucoup moins. Insalubre, pas équipé, ou alors super loin du campus alors qu'on t'avait dit juste à côté. La douche froide. Et tu te retrouves coincé. Oui, parce que t'as déjà payé ou t'as plus le temps de chercher autre chose avant la rentrée. Et dans le pire des cas, on se retrouve sans rien du tout au début des cours. C'est ça. Les sources mentionnent des étudiants qui se retrouvent littéralement à la rue ou obligés de squatter chez des amis en catastrophe. Le stress absolu, commencer ses études comme ça, c'est l'enfer. Complètement. Ça plombe tout le début d'année. Pour que ce soit plus concret, il y a l'histoire de Kevin. Oui, raconté dans les sources sans fimile. C'est ça. Première année à Yaoundé, il connaît personne. Un peu désorienté, il tombe sur un démarcheur. Le profil type. Voilà. Le démarcheur lui promet une chambre rapide, Kevin lui donne 10 000 francs CFA. Ce qui n'est pas rien pour un budget étudiant là-bas. Non, c'est une somme. Et c'est juste pour les frais de recherche, pas une avance sur loyer. Et j'imagine la suite. Classique malheureusement. Pendant 3 jours, le démarcheur lui dit « Demain on visite, bientôt… » Il le fait mariner. Oui. Puis, subitement, plus de réponse. Téléphone éteint ou qui sonne dans le vide. Et Kevin se retrouve... Dormir chez un ami pendant une semaine. Pas idéal pour commencer les cours. Il perd du temps, de l'argent, son budget logement est déjà amputé. Et le stress, la déception. Énorme. Le sentiment de s'être fait avoir, la perte de confiance, ça marque pour une première expérience. Cette histoire montre bien le problème. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les stratégies pour éviter ces pièges? Alors les sources insistent beaucoup sur quelques règles de base, des choses logiques mais qu'il faut marteler. La première? La règle d'or absolue, qui revient partout, ne jamais payer avant d'avoir visité. Jamais, jamais, jamais. Même si on met la pression? Genre, il y a d'autres gens intéressés? Surtout si on met la pression. C'est souvent un signe. Non. Il faut voir le logement de ses yeux, rencontrer le propriétaire ou quelqu'un de confiance. Pas d'argent avant ça. D'accord. Visiter d'abord, c'est clair. Et ensuite? Deuxième conseil clé, vérifier la localisation. On en parlait. Le fameux « c'est juste à côté ».
Le truc super vague. Exactement. Donc, il faut vérifier soi-même. Aujourd'hui, c'est facile avec un smartphone, Google Maps. Oui, un coup de GPS. Voilà. On met l'adresse du logement, l'adresse du campus, et on regarde le temps de trajet réel, à pied, en transport. Ça évite les très mauvaises surprises. Le 10 minutes qui devient 1 heure. C'est crucial pour le budget temps et transport aussi. Tout à fait. Et troisième point important, demander un contrat. Ah oui, formaliser les choses. C'est capital. Même pour une chambre simple. Un contrat écrit, clair, détaillé. Qui est le bailleur? Qui est le locataire? Description du lieu, durée, loyer, charge, caution, tout. Ça protège tout le monde en fait. Exactement. C'est une sécurité juridique. Si quelqu'un refuse de faire un contrat, méfiance. C'est souvent mauvais signe. Ok, donc visiter, vérifier, contractualiser. Les 3 V, c'est une bonne base de prudence, mais ça c'est pour se défendre, disons. Comment on peut trouver activement, mais de façon plus sûre? Justement, c'est là qu'on voit émerger des alternatives. Les sources parlent pas mal de la plateforme Amphimil, par exemple. Amphimil, présenté comme une solution plus sécurisée? Oui, l'idée, c'est de créer un espace de recherche plus transparent qui contre les problèmes qu'on vient de décrire. Comment ça marche concrètement pour le logement sur Amphimil? Alors, premier point mis en avant. Les annonces seraient vérifiées. Ce qui est intéressant, c'est que ça reposerait sur la communauté étudiante elle-même. Attendez, vérifié par la communauté. Ça veut dire quoi exactement? Des étudiants qui vont voir sur place? Des notes? C'est une très bonne question. Les sources ne détaillent pas le mécanisme technique précis. On peut imaginer peut-être une première validation par l'équipe Amphimil, puis un système de retour d'expérience, de notation par ceux qui ont visité ou loué. D'accord. L'idée, c'est de se fier à l'intelligence collective, à l'expérience des autres étudiants pour filtrer les mauvaises annonces. Une confiance basée sur la communauté, pas sur un inconnu. Intéressant comme principe. Autre point? Le contact direct avec le propriétaire. Fini l'intermédiaire opaque qui prend sa commission et qui contrôle l'info. Là, on parle directement au bailleur. C'est ce que la plateforme est censée faciliter, oui. Et ça change pas mal de choses. Comme quoi? Déjà, la transparence sur le prix. On sait ce qu'on paie, à qui, sans frais cachés d'un démarcheur. Et puis, on peut poser ses questions directement, discuter, sentir si le contact est sérieux. Ça redonne un peu le contrôle à l'étudiant, quoi. Exactement. Il n'est plus juste passif face à un intermédiaire. Et pour la localisation dont on parlait, Oui, la plateforme intègre une géolocalisation précise. On voit sur une carte où c'est par rapport au campus. Fini le flou. donc le conseil numéro 2, mais intégré à l'outil. Pratique. Voilà. Et puis, il y a des filtres classiques. Prix, type de logement, studio, chambre, coloc, équipement. Et des photos, bien sûr. Idéalement, des vraies photos. Ça permet de faire un premier tri avant de se déplacer. Logique. Et il y a cette idée de relais étudiant aussi, non? Ah oui, ça c'est assez malin. L'idée, c'est qu'un étudiant qui va quitter son logement peut le proposer directement sur l'appli à un autre étudiant qui cherche. Une sorte de bouche à oreille numérique, en quelque sorte? C'est un peu ça. Ça reprend le réseau informel qui existe déjà. Tu connais pas quelqu'un qui libère sa chambre, mais ça le rend plus visible, plus structuré. Et ça peut être plus rapide, plus confiant si ça vient d'un autre étudiant? Tout à fait. Donc au final, l'objectif de ce genre de plateforme, c'est plus de sécurité, plus de rapidité et potentiellement des économies en évitant les intermédiaires abusifs. On voit bien comment ça essaie de répondre aux problèmes spécifiques du logement. Mais les sources montrent qu'Amphimil va plus loin, non? C'est pas juste une plateforme immobilière. Non, en effet. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. L'ambition, c'est de créer un écosystème complet pour simplifier la vie étudiante. Le logement, c'est une brique, mais il y en a d'autres. Comme quoi, par exemple? Les notes parlaient d'échange de travail, comme d'un truc important. Oui, ça semble être une fonctionnalité clé. L'idée, si je comprends bien, ce serait une sorte de plateforme d'entraide, de petits boulots entre étudiants. Genre, je donne des cours de maths et j'ai besoin d'aide pour déménager. Voilà, ce genre de choses. Tu proposes tes compétences, tu cherches celles des autres. Ça peut être un moyen de gagner un peu d'argent pour payer son loyer, justement. Ou juste de rendre service, de développer des compétences. Oui, et de créer du lien social dans la communauté étudiante. C'est une dimension économique et sociale pertinente. Une sorte de marketplace étudiante. Malin. Et à part ça? Il y a l'orientation. On sait comme les nouveaux sont parfois perdus. Ah oui, pas que pour le logement, hein. Exactement. Donc il y aurait des modules d'orientation et même une IA, Milai, pour répondre aux questions. Une IA, pour guider les étudiants. Oui, pour répondre aux questions fréquentes, comment s'inscrire, où est le service des bourses, quels assos existent, une info fiable dispo tout le temps. Ça peut vraiment aider, ça.
surtout si l'administration est débordée. Et pour les études elles-mêmes? Là aussi, il y a quelque chose. L'accès à une base de données d'anciens sujets d'examen et de corriger. Ah, ça c'est de l'or pour les étudiants. Absolument. C'est un outil pédagogique super utile. Plutôt que de galérer à chercher partout, tout est centralisé. C'est un vrai plus pour préparer ces examens. Et il y a aussi des infos pratiques, j'ai vu. Oui, un fil d'actualité de la fac, les événements, les annonces, et même de l'aide pour les démarches administratives. Préinscription, bourse, transfert. Le genre de truc qui prend la tête? Voilà. L'idée, c'est de réduire cette charge mentale. Il est même question d'un module plan de carrière. Carrément, pour l'après-étude. Ça suggère une volonté d'accompagner sur le long terme. Et tout ça accessible sur mobile, sur le web, avec une communauté active sur WhatsApp, Telegram. Une approche très complète. Oui. Et un point intéressant des notes, il ne vise pas à remplacer tout le reste, mais plutôt à collaborer avec d'autres plateformes. Un écosystème ouvert. D'accord. Si on résume un peu tout ça, pour revenir au logement sécurisé, quels sont les points à retenir? Premièrement, le danger réel des démarcheurs. L'histoire de Kevin le montre. Perte d'argent, stress, c'est pas juste une anecdote. C'est un vrai risque. Deuxièmement, l'importance capitale des réflexes de base. Les fameux 3V, visiter avant de payer, vérifier la localisation soi-même et exiger un contrat écrit. C'est la base de la protection. Essentiel. Et troisièmement, des outils comme Amphimil essaient d'apporter une solution structurée. Via la vérification, le contact direct, la transparence, le but est de rendre la recherche plus sûre et sereine. Une solution technologique à un problème bien réel. C'est ça. Et ça nous amène à une réflexion un peu plus large pour finir. Oui, Cette histoire de logement, c'est une pièce du puzzle de la vie étudiante. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a des outils qui intègrent tout? c'est-à-dire? Le logement sécurisé, d'accord, mais aussi l'aide aux études avec les sujets d'examen, l'orientation avec l'IA, l'aide administrative, les petits boulots. Quand tout ça est réuni, Comment ça change l'expérience globale? C'est ça la question. exactement. Est-ce qu'on passe d'une logique où l'étudiant galère sur chaque obstacle pratique? À une situation où ces outils libèrent du temps, de l'énergie mentale, Précisément. du temps et de l'énergie pour quoi faire, pour apprendre, pour s'épanouir, pour créer des liens, pour construire son avenir plus sereinement? Au lieu de juste survivre à la logistique. Voilà. Est-ce que ces solutions intégrées peuvent non seulement faciliter la vie, mais vraiment enrichir le parcours étudiant? Le rendre plus réussi, au fond? C'est une belle perspective sur laquelle réfléchir.